Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez bien? Ça va? Oui? Merci déjà de votre présence pour ce dernier conseil municipal de l'année, donc du mardi 20 décembre 2022. Comme préalablement, nous allons donc faire l'appel. Donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, présente. François Edouin, présent. Fabienne Parpaillon, Arnaud Charpentier, Olivia Bertrand, Denis Lesage, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud. Alors Annie Sorin est absente, elle donne son pouvoir à Olivia Bertrand. Francis Vrignot, Jean-Philippe Charrier, Francis Villemot. Francis ne doit pas être arrivé. Oui, mais Francis aujourd'hui il vit des moments difficiles là, depuis quelques jours malheureusement. Jean-Marc Boitel, Géraldine Libessart, qui donne son pouvoir donc à Yveline Thibault. Anne Loriot-Vettorazzo est absente, elle donne son pouvoir à François Edouin. Annabella D'Acosta donne son pouvoir à Francis Vrignot. Karine Pasteau, Marie-Laure Chaumont, Julien Gouriot. Jennifer Macot donne son pouvoir à Christian Grimaud. Julia Guilloton donne son pouvoir à Dominique Bonin. Kevin Bonneau donne son pouvoir à Arnaud Charpentier. Martine Sosso, Jean-Luc Pinet, Arnaud Bouget, Cyril Larieux, Audrey Gentreau et Nathalie Granger. Merci. Ah voilà Francis. Non, mais c'est pas grave. Donc ce soir, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance donc Audrey Gentreau. Merci. On vous demande donc d'approuver déjà le conseil municipal du 8 novembre 2022. Avez-vous des remarques ou des suggestions par rapport au conseil municipal? Non? Très bien, écoutez, merci. Donc on l'adopte. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, merci. Juste en quelques informations diverses. Ferme la porte. Tout d'abord, oui, dans les actualités, malheureusement assez tristes, parce que je vois que Francis qui vient d'arriver, c'est vrai que cette semaine, on a eu malheureusement 2 décès. Cosette et Guy Beneteau, donc le couple. Guy, qui était le président du groupe Lioub, qui a quand même donné beaucoup de concerts sur Luçon avec son groupe, qui était donc groupe de chant de marin, qui était auteur, compositeur, interprète, qui est décédé, et puis le soir même de son enterrement, et son épouse est décédée également. Donc c'est vrai qu'on a quand même passé une triste semaine, et on a beaucoup de pensées pour sa famille, pour leur famille, et dans le prochain Petit Luçonnais, c'est vrai qu'on mettra un article pour mettre en avant Guy et Cosette. Voilà. Quelques informations sur le marché de Noël. Je voudrais remercier tous les participants du marché de Noël, tous ceux qui ont œuvré pour la mise en œuvre de celui-ci. C'était une réelle réussite cette année, comme chaque année, mais cette année particulièrement, dans les participations des commerçants, des artisans, des commerçants du centre-ville, des associations qui ont participé, donc, bien sûr, à l'organisation, aux membres de l'Amicale des Boquins aussi, et dans le cadre du Téléthon, qui a œuvré pour que celui-ci soit une réussite avec le campus et d'autres manifestations, d'autres associations bien sûr. Franchement, un très beau marché de Noël, un beau final aussi qui était très apprécié par les Luçonnais. Et on va remercier bien sûr les élus et tous les services qui ont travaillé d'arrache-pied pour que celui-ci soit réussi, malgré effectivement on va dire la sobriété énergétique qui avait été employée pour qu'on ait un peu moins d'illumination et un peu moins de flafla autour de ce marché de Noël pour, disons, faire des économies d'énergie principalement, mais je crois qu'on en reparlera dans la soirée tout à l'heure. Également, donc, dans ces dernières semaines, nous avons eu l'inauguration de France Service, donc, qui est un service très important auprès des habitants. Je vais laisser juste Yveline peut-être en dire 2 mots. Bonsoir. Donc oui, en effet, nous avons eu... porté par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, l'ouverture de France Service, un nouveau service pour nous administrer,
C'est pour renforcer en fait la présence des services publics de proximité pour les usagers, pour assurer des démarches administratives du quotidien, des accès aux droits pour la santé, pour la retraite, pour le logement, pour les impôts, pour la recherche d'emploi, pour l'accompagnement numérique. Et donc il y a du personnel de présent et ça se situe au niveau du forum des services, sur le premier bureau à gauche, en rentrant. Et donc voilà, ils assurent des permanences. Et c'est en complément du conseiller numérique que la ville avait déjà mis en place avec le centre social de la Bulle d'Air, qui lui, plus précisément, peut aller jusqu'au domicile des personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Donc c'est une belle complémentarité entre la ville et la communauté de communes pour permettre à tous nos citoyens l'accès aux droits. Bon, merci Evelyne pour ces quelques précisions. Vous avez reçu donc la liste des décisions qui étaient prises depuis le dernier conseil municipal du 8 novembre 2022. Avez-vous des remarques sur les décisions qui ont été prises ? Oui, monsieur Larieux. Oui, monsieur le maire, juste une petite précision sur l'entretien des salles de sport. J'ai vu qu'il y avait une ligne sur une prestation donc, de nettoyage, a priori sur les salles de sport. Jusqu'alors, par qui était fait justement cette prestation ? Oui, alors jusqu'à présent, donc la prestation était faite en interne, ce qu'on appelle en régie, par les services municipaux, avec donc du matériel qu'on remplaçait régulièrement. Enfin, donc on investissait dans du matériel, et puis par des agents. Et aujourd'hui, donc on a souhaité déléguer ce service maintenant à une société privée, parce que on estime qu'aujourd'hui les agents ont d'autres tâches à accomplir. Donc on l'a mis en délégation de service public pour combien de temps ? C'est un contrat c'est un petit contrat pour l'instant, et on va voir, disons, sur le temps ce que ça donne, pour savoir si effectivement on continue comme ça ou pas. Mais pour l'instant, on a souhaité effectivement partir sur une délégation de service public pour le nettoyage simplement des sols des salles, les revêtements sportifs. D'accord. Et ça concerne donc quelles salles spécifiquement ? Ce sont salles municipales ? Ce sont les gymnases municipaux, les 3 gymnases. Merci. Voilà. Merci. François, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, c'est parce qu'en fait, on avait un agent qui est parti donc en dispo, mais je rappelle que donc depuis on va dire la période de Covid, tous les vestiaires et sanitaires sont nettoyés tous les jours, par contre, par nos agents. Il s'agit simplement que des salles, comme dit Monsieur le maire, vraiment des sols sportifs, des salles sportives, toutes les salles. Voilà. Merci. Donc on fait un essai pendant quelques mois, on va voir ce que ça donne, et si effectivement ça fonctionne bien, on verra est-ce qu'on le remettra en régie ou en délégation, c'est à suivre. Voilà. Pas d'autres remarques sur les décisions ? Non ? Bien, écoutez, merci. Vous avez également le tableau des DIA du mois de novembre qui vous a été transmis. Donc les DIA, vous savez, c'est donc par l'aliénation de bâtiments, de structures, etc., de maisons. Avez-vous des remarques particulières sur les DIA ? Non ? Écoutez, merci. Donc nous allons tout naturellement passer au conseil municipal. Donc vous aviez reçu 26 délibérations en envoi. Par contre, on ne délibérera que sur 24 délibérations. On retirera la délibération numéro 6 et la 8. La 6 concernant les annexes du prestataire pour... la 6, c'est sur... oui, c'est sur les télécoms, sur Bouygues. Pour Bouygues, on attend donc des précisions sur on n'a pas reçu les annexes encore du prestataire, donc on préfère retirer cette délibération. Et puis la 8e, c'est donc sur Podelia. Donc il y a une proposition, on leur a fait une proposition de vente de terrain, vous savez, pour l'extension donc derrière le cimetière. Simplement, donc ils préfèrent pour l'instant tenir une réunion supplémentaire pour prendre leur décision. Donc on retire également cette délibération. Par contre, on prendra quand même la délibération sur Podelia pour effectivement se porter garant sur le principe effectivement du projet, mais sur la vente, pour l'instant, on attend
leur précision. Voilà, et puis nous aurons une question diverse, bien sûr, en fin de conseil. Voilà. Donc, pour les délibérations, nous allons commencer tout naturellement par la première délibération, qui est le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau pour l'exercice 2021. Je donne la parole à Francis Vrignot. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau. Suivant la compétence de chaque structure intercommunale, la compétence de ce service est répartie entre différentes structures. Le président de Vendéo a établi un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, exercice 2021. Ce document est mis à disposition du public en mairie de Luçon. Donc vous avez ce rapport en annexe, vous avez pu le constater, juste quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Le volume d'eau produit 50 millions de mètres cubes, le volume importé 3 millions de mètres cubes, mais on verra plus loin qu'on en exporte aussi près de 3 millions. Donc ça s'équivaut. On importe de l'eau en Nord-Vendée et on en exporte en Sud-Vendée. L'origine, 88% de l'eau vient de l'eau de surface par des barrages, 12% en eau souterraine, c'est principalement le forage de Sainte-Germaine à Luçon. Le nombre d'abonnés, 444 000 abonnés sur la Vendée. Les volumes consommés par les abonnés, c'est 44 millions de mètres cubes. La longueur du réseau en Vendée, c'est quand même 15 000 km. Le rendement global du réseau, c'est 88%. Et l'indice linéaire de perte de réseau, c'est de 1 mètre cube par kilomètre et par jour. Le montant des recettes de Vendéo, c'est 109 millions d'euros. Le montant des dépenses, c'est 86 millions d'euros. Le nombre d'habitants desservis, c'est près de 680 000 habitants. Et la conformité est de 99,8 pour les eaux pour la microbiologie et de 99,4 pour le physio-chimique. Vu le rapport commenté aux membres de la commission urbaniste le 7 décembre 2022 et aux membres de la commission finances le 12 décembre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance de la synthèse du rapport du président sur le prix et la qualité du service public d'eau potable établi par Vendéo, exercice 2021. Bien, donc c'est un rapport annuel donc, qui est rendu obligatoire donc à la connaissance de toutes les communes adhérentes de Vendéo chaque année. Avez-vous des remarques sur ce rapport annuel? Non. Merci Francis pour la synthèse. Donc on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La deuxième délibération, c'est l'effacement des lignes du réseau électrique et des télécommunications de la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme. C'est l'avenant numéro 1 à la Convention. Donc je laisse la parole à Denis Lesage. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et suivants, monsieur le maire indique que la ville réalise l'aménagement urbain de la rue Travaux et du carrefour de la route de Sainte-Gemme en lien avec la construction du nouveau collège Arnaud Beltrame. Avant les travaux de voirie, il est nécessaire de réaliser les travaux d'effacement, de rénovation et d'éclairage et le passage de tous les réseaux secs. Aussi, après les études de projet, il est apparu nécessaire de prendre en compte les modifications du projet initial suite à l'étude du maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre donc, et la mise en œuvre donc, des équipements d'alimentation de la vidéoprotection du domaine public. Donc il y a eu 2 modifications au projet initial, les précisions de l'étude de maîtrise d'œuvre et l'alimentation nécessaire de la vidéoprotection du domaine public, notamment devant le nouveau collège. Pour rappel, l'ensemble des travaux d'effacement est estimé à 208 172 € hors taxes, selon la convention que nous avons déjà
passer en délibération à ce même conseil municipal. La participation de la commune s'établit à hauteur de 70% pour le projet d'effacement des réseaux électriques et les réseaux d'éclairage, 65% pour les travaux d'effacement des réseaux de télécommunications, 70% pour les travaux de rénovation de l'éclairage public. Ainsi, la participation communale restante est de 123 723 € pour les travaux d'effacement selon la convention 2022 EFF 0001. L'avenant numéro 1 à cette convention conduit à un surplus de participation communale de 14 067 €, soit un total pour un montant de participation communale réévalué à 137 790 €. Donc, le projet d'avenant numéro 1 à la convention est établi donc, en annexe de cette présente délibération. Vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 7 décembre 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, est invité à accepter les termes de l'avenant numéro 1 de la convention 2022 EFF 0001 relative aux travaux d'effacement de la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme. Et le conseil municipal est invité à accepter la participation communale complémentaire de 14 067 € et à autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer l'avenant numéro 1 à la convention relative aux conditions techniques et financières de réalisation de l'opération de rénovation de l'éclairage de la rue Travaux et du carrefour de la route de Sainte-Gemme. Et vous avez en annexe donc l'avenant numéro 1 à cette convention. Voilà, donc il s'agit d'un ajustement du projet et de l'alimentation, principalement de l'alimentation électrique directement, donc des caméras de vidéoprotection des entrées de ville et du parvis du collège. Bien, avez-vous des remarques particulières? Non, très bien. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Donc troisième délibération, toujours pour le CIDEV, rénovation de l'éclairage public de la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme, avenant numéro 1 à la convention. Denis. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit du même sujet, sauf que là, on est sur l'éclairage public. Il y a avec le CIDEV, nous passons des conventions pour chaque compétence. Donc, il s'agit de la même délibération, je ne vais pas vous la lire in extenso, pour l'éclairage public. La seule différence, c'est que je vais prendre au moment où il y a l'élément important. Voilà, c'est que l'ensemble des modifications établies lors des études d'exécution fait état d'aucune dépense complémentaire. Donc sur cet avenant pour l'éclairage public, il n'y a pas de dépenses complémentaires. Donc, pour rappel, l'ensemble des travaux de rénovation d'éclairage public était estimé initialement à 68 948 € hors taxe, selon la convention 2022 ECL 0011, et la participation communale restante était fixée à 48 262 € pour les travaux de rénovation. Et donc, l'avenant numéro 1, le projet d'avenant numéro 1 à la convention, qui est établi en annexe, donc, est un avenant à zéro. C'est un avenant purement technique et d'ajustement technique de cette convention. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 7 décembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est invité, après vous en avoir délibéré, donc à accepter les termes de l'avenant numéro 1 à la convention 2022 CL 0011 relative aux travaux de rénovation de l'éclairage public de la rue Travaux et du carrefour de la route de Sainte-Gemme, et à autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer l'avenant à la convention 2022 CL 0011 relative aux conditions techniques et financières de la réalisation de l'opération de rénovation de l'éclairage de la rue Travaux et du carrefour de la route de Sainte-Gemme. Et vous aviez également en annexe 3 cet avenant à la convention relative à l'éclairage public. Avez-vous des remarques? Je ne pense pas, non. Très bien. Écoutez, on le soumet à votre vote. Merci, Denis. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Merci. Donc, la quatrième délibération, c'est la convention de participation entre la ville et le département de la Vendée pour la rénovation de la voie verte sur la digue du canal de Luçon, entre Luçon et Trièze. Et là, c'est Francis Vrignot qui va nous présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Le département de la Vendée a réalisé
la rénovation de la piste cyclable entre Trièze et Luçon. Et dans un souci d'harmonisation, il a paru opportun de rénover la section communale partant du quai est du port jusqu'au lieu-dit La Coupe, sous la gestion de la commune de Luçon, en même temps que les 11 km longeant le canal. Il convient de définir avec le département par une convention les modalités de versement d'une participation financière de la commune de Luçon au profit du département pour les travaux de rénovation de la voie verte. Les projets de la convention est joint à la présentation. Une participation d'un montant de 2 551 € hors taxe est allouée par la commune au département, correspondant à 20% du coût hors taxe des travaux de la rénovation de la voie verte sur la section communale, lesquels s'élèvent à 12 755 € hors taxe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 7 décembre 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention et autorise monsieur le maire ou monsieur le sage Denis, adjoint au maire, à signer la dite convention et tout document afférent à ce dossier. Très bien, bon, il n'y a rien de particulier. Avez-vous des remarques, des questions? Non plus. Mais écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. Donc on reprend avec Denis sur la 5e délibération, le lotissement d'habitation Michel Moy. C'est la concession d'aménagement vente d'expansion, c'est le compte-rendu financier annuel, enfin annuel, là de novembre 2022 en l'occurrence. Denis. Merci Monsieur le maire. Effectivement, oui, c'est le compte-rendu financier de la concession d'aménagement qu'on passe annuellement et Vendée Expansion le fait un petit peu en avance, mais c'est bien le compte-rendu annuel. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L300-5, attendu que le 13 octobre 2011, la commune avait confié à Vendée Expansion la réalisation dans le cadre d'une concession d'aménagement du lotissement d'habitation dénommé Michel Moy, attendu qu'il a été demandé à Vendée Expansion, l'aménageur, d'établir le compte-rendu financier des activités objet de la convention et de définir les perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières, considérant qu'au 15 novembre 2022, la situation est la suivante. Les travaux d'aménagement ont permis de viabiliser l'îlot tertiaire de 4020 m², une parcelle de 829 m² pour 4 logements locatifs sociaux et 14 lots individuels pour une surface totale de 5892 m². Les ventes de terrain, dont les 14 lots individuels, représentent à ce jour 10 596 m² pour un montant de 590 597,10 € hors taxe. Afin de faire face aux échéances d'emprunt, la ville de Luçon a accordé en 2014 un prêt de 113 755,77 €. Il a été remboursé en décembre 2021 par Vendée Expansion. Des avances de trésorerie de 180 000 € ont été versées en 2015 et 2016 par la ville de Luçon à Vendée Expansion, soit un montant total de 360 000 €. La trésorerie de l'opération au 15 novembre 2022 présente un solde créditeur de 128 978,92 €. En vue de l'aménagement de la tranche 2 pour 4 projets de construction et 2 lots individuels, une demande de permis d'aménager a été déposée pour instruction en date du 3 novembre 2022. Vu la présentation de la commission à la commission d'urbanisme du 7 décembre, vu la présentation à la commission des finances du 12 décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, est invité à prendre acte du compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.2 de la loi numéro 83-597 du 7 juillet 1983, de l'article L1523-3 du Code général des collectivités territoriales et du L300-5 du Code de l'urbanisme, et invité également à prendre acte du bilan et du plan de financement prévisionnel actualisé par Vendée Expansion sur la base de la balance comptable au 15 novembre 2022. Et à autoriser Monsieur le maire à approuver le bilan et le compte rendu financier de novembre 2022 et à autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce, acte ou mandat se rapportant à ces décisions. Et vous aviez donc de joint à la convocation du Conseil le compte rendu
financiers donc, au 15 novembre 2022. Principalement, ce que l'on peut constater, nous avions déjà constaté l'année dernière la commercialisation d'un grand nombre de lots et la finalisation des ventes des parcelles disponibles. Il y a eu donc la formalisation de la dernière vente en 2022. Donc ça veut dire en mars 2022, il y avait un compromis à l'époque, fin 2021, et donc l'ensemble des parcelles cessibles et habitables sont vendus. Il ne reste qu'une parcelle à commercialiser, qui est une parcelle en façade de la route des Sables, pour un terrain de 588 mètres carrés, qui est situé donc entre la PSH et Pôle emploi, pour une activité tertiaire. Donc on est sur une activité tertiaire, commerciale ou de service, et son prix de vente est fixé à 45 € le mètre carré. Donc si vous avez connaissance de porteurs de projets ou d'investisseurs potentiels pour un magnifique emplacement le long de la route des Sables, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître auprès de Vendée Expansion pour cette dernière parcelle à acquérir de 588 mètres carrés. Sinon, ce que l'on constate dans la suite du document, c'est tout le détail des opérations qui conduisent donc au solde positif qui est présenté, solde de trésorerie positif, qui est présenté page 9, de 128 979 €. Donc ce solde est positif pour la deuxième année consécutive, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour terminer cette première tranche. Donc le résultat positif et la finalisation de cette première tranche va conduire, et nous a conduit depuis 2 ans et demi, à engager le projet de la seconde tranche avec un partenariat avec plusieurs porteurs de projets, le CMP, l'AREAMS et Agropolis, qui seraient acquéreurs donc de grandes parcelles pour compléter l'aménagement de cette seconde tranche et réaliser un pôle de services sociaux sur ce lotissement. Donc voilà, le projet est en bonne voie, il n'est pas complètement finalisé, donc lorsqu'il sera complètement finalisé, on reviendra vers vous, mais il est en bonne voie et le permis d'aménager a été d'ores et déjà déposé. Voilà. Eh bien, avez-vous des remarques concernant le... Oui. Oui, une petite remarque. Ce lotissement nous avait fait vraiment très très peur il y a quelques années, hein, quand rien ne se vendait et qu'on donnait de l'argent, qu'on faisait des avances de trésorerie en tout cas avant l'expansion. On ne peut que se réjouir de voir tous les lots vendus maintenant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est la tranche numéro 2, on ne fait pas encore de lots pour les jeunes couples primo-accédants. Je ne sais pas si un jour vous arriverez à trouver des terrains ou en tout cas trouver un programme qui puisse permettre justement aux jeunes d'investir à Luçon, si possible. Alors, il y a quand même deux lots libres. Hein. Il y a quand même 2 lots donc, pour de l'habitat, donc qui pourront être ouverts à des jeunes couples ou des jeunes ménages, bien évidemment. Il y en a eu sur la première tranche de réaliser, et il y en aura sur d'autres opérations. Il y a d'autres opérations qui sont en cours soit de permis d'aménager, soit dont les travaux vont démarrer en matière de viabilisation, avec de l'accession à la propriété. Donc il y a des lotissements qui ouvrent la possibilité à des jeunes ménages, des jeunes couples, de s'installer sur Luçon. Le lotissement des Comets, il y a des petites parcelles qui seront accessibles en termes de prix, puisqu'on a été sensible et on a veillé à ce que cette opération puisse se faire avec un prix de foncier maîtrisé sur le lotissement des Comets. Et également d'autres opérations, Route des Sables et ailleurs, qui sortent avec des prix maîtrisés et des parcelles réservées à l'accession à la propriété. Donc il y a une offre qui existe ou qui va exister pour les jeunes ménages. C'est vrai que c'est un effort de tous les instants d'essayer de maîtriser le prix du foncier, parce qu'il y a de la surenchère, il y a des prix de foncier, des prix de vente qui pourraient s'envoler et qui pourraient monter à des prix
qui fasse que justement les jeunes ménages et les jeunes familles, les jeunes couples ne puissent pas accéder à des acquisitions foncières ou des habitations. Mais on y est vigilant. C'est un effort de tous les instants avec les promoteurs. Mais voilà, on y travaille. Oui, juste pour compléter, c'est vrai ce que vous dites, Monsieur Bouget, il y a pas plus tard qu'hier, parce qu'on était avec Vendée Expansion hier après-midi, pour définir justement la suite et surtout le prix de vente du mètre carré aux futurs opérateurs. Et c'est la remarque que je faisais. Et je disais, si on était 3 ans, enfin parce que c'est maintenant 3 ans que ça a démarré, eh bien c'est vrai qu'on aurait peut-être eu une démarche différente, parce que d'un seul coup, tout s'est vendu, alors que pendant des années, on ne vendait aucun terrain. Aujourd'hui, on serait dans une autre démarche. Mais on était parti déjà avec la REAMS, avec les 3 Agropolis et les 3 projets qui vont démarrer. Donc on pouvait pas faire défaut. Mais par contre, comme le dit fort justement Denis, on a aujourd'hui des lotissements qui vont sortir, qui sont certes privés, mais avec des accessions à la propriété, parce qu'on l'a exigé. On a regardé ça de près et on a été entendu. Donc je pense que tout naturellement... les projets démarrent donc cette année et après, on peut espérer effectivement que les jeunes couples puissent accéder facilement donc à avoir des maisons individuelles. Moi, on n'a aucun doute là-dessus. Merci. Oui, Francis ? Oui, je voulais faire remarquer que certes à Luçon, les prix des terrains sont plus élevés, mais dans certaines communes, l'assainissement est à la charge de l'acquéreur. Aujourd'hui, une station d'assainissement individuelle, ça monte à 10-12 000 euros. Pour un terrain de 400 mètres carrés, si vous divisez par 12 000 euros par 400, ça fait quand même 30 euros du mètre qu'il faut rajouter, disons, au prix de l'acquisition quand on achète dans une commune où il n'y a pas d'assainissement collectif. C'est sûr. C'est vrai. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques ? Non. Mais écoutez, on soumet à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Alors la 6e délibération, donc on la retire, c'est celle concernant l'approbation d'une convention d'occupation temporaire du terrain privé pour mettre des antennes. Donc on n'a pas reçu la convention, donc à partir de là, tout naturellement, on retire la délibération et on l'ajourne. La 7e délibération, donc c'est la station e-recharge, donc c'est un projet qui va être initié sur Luçon. Approbation donc de convention d'occupation temporaire du domaine public pour 8 implantations. Denis Lesage. Merci, Monsieur le maire. Oui, sur la délibération précédente, les services ont été très diligents. Et donc, nous, on était prêts pour Bouygues Télécom, la 6e délibération. Donc, il y a 2 délibérations comme ça qu'on retire parce que les services, on a fait tout le travail. On a passé même les projets de délibération en commission. Mais les partenaires qui voulaient pourtant délibérer en 2022, eux, de leur côté, n'ont pas été prêts à temps. Donc voilà, mais j'en profite pour remercier le gros travail et puis la réactivité et la dynamique au sein des services, parce qu'il y a beaucoup de dossiers et pourtant on était aussi au rendez-vous sur ces 2 délibérations qu'on est contraint de retirer. Mais ce n'est pas du fait de la commune, c'est du fait des partenaires qui, eux, n'ont pas été prêts à temps. Pour la 7e délibération, station e-recharge, donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L21, 21-29 et suivants, considérant le développement des modes de transport électrique, considérant la demande de l'entreprise Station E pour déployer ses bornes, Station E déploie ses bornes sur le domaine public, notamment sur la voirie et dans les espaces publics pour toucher le plus de clients possible. Ces clients naturels et par ailleurs donc sur les propriétés privées, parking de concessionnaires automobiles, d'enseignes de grande distribution ou d'administration. Considérant la proposition ci-jointe de convention cadre qui a donc pour objectif de contractualiser les emprises foncières selon un plan prévisionnel d'implantation sur les propriétés de la ville de Luçon, qui seront mises à disposition de Station E et les conditions juridiques et financières y afférentes. Considérant que chaque autorisation d'occupation du domaine public AOT, préalable nécessaire au déploiement effectif de chaque station, sera délivrée par arrêté municipal sur le fondement de la présente convention. Considérant que la liste d'implantation est fixée à 8 stations multiservices, considérant que la redevance d'occupation est fixée à 300 € net par an et par station, vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 7 décembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal
après en avoir délibéré, sera invité donc à autoriser Monsieur le maire a signé la convention d'occupation temporaire du domaine public de la ville avec Station E, selon les conditions fixées dans le projet joint et toute pièce afférente à ce dossier. Et vous aviez donc en annexe 7 le projet de convention d'occupation. Donc les emplacements ont été travaillés avec cette entreprise qui propose donc des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il manque des bornes de recharge et notamment des bornes rapides, puisque aujourd'hui nous disposons sur Luçon de 4 bornes de charge, mais de charge lente. Et on n'est pas du tout sur les mêmes fonctionnalités de recharge des véhicules électriques. Des recharges rapides permettent à des personnes de faire une halte si elles viennent visiter Luçon, par exemple si elles sont en vacances ou en déplacement professionnel, ou si elles viennent rencontrer de la famille, si elles viennent à la cathédrale, si elles viennent sur un événement, au théâtre, au cinéma, sur une manifestation sportive. Donc à proximité de tous ces lieux d'intérêt, sur Luçon, ont été implantés, selon une étude de marché réalisée par la société Recharge E, Station E, pardon. Donc une étude de marché a été faite et les implantations ont été prévalidées par la ville, sachant que c'est cette entreprise qui investit en totalité. C'est-à-dire que ça ne coûte rien à la ville. Au contraire, la ville de Luçon va percevoir une redevance pour occupation du domaine public, donc de 300 € par an et par station. Le tarif qui est appliqué, c'est le tarif que nous avions délibéré sur les occupations du domaine public pour les sociétés de télécom. Donc voilà, ça ne coûte rien à la ville. C'est un service supplémentaire qui est proposé aux visiteurs, aux gens de passage, pour venir profiter et venir à l'office du tourisme, venir visiter la ville, faire du commerce, du shopping en centre-ville. Voilà, donc c'est une offre de service supplémentaire. Avez-vous des remarques, des questions? Non? Il y a eu des échanges déjà de fait à la commission finances. Merci, et puis à la commission urbanisme. Merci. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Alors la 8e délibération, donc c'était le projet d'aménagement de 12 logements individuels. Il y avait un accord de principe avec une autorisation de signature de la convention de transfert des équipements communs. Donc là avec Podelia. Pour l'instant, donc Podelia, parce que c'est une vente du parcellaire, hein, donc pour 5000 m², donc pour un montant de 50 000 €. Podelia souhaite faire une réunion de concertation avec ses partenaires, donc on attend effectivement qu'ils puissent nous répondre. Donc on a retiré cette délibération tout naturellement. Voilà. Peut-être que Denis, il y a un mot à rajouter, non? Non. Non, comme tu le disais, Dominique, non, c'est un projet qu'on a co-construit avec Podelia, qui est dans la continuité du lotissement de l'Aubépine, qui est en cours de fin de travaux. Les livraisons seront au premier semestre. Fin du premier semestre pour la première tranche. Et donc, il y avait ce terrain donc, de 5000 m² qui est dans le fond de la parcelle, entre le lotissement en cours de construction et puis la voie ferrée. Et donc, on a sollicité Podelia, étant donné qu'ils étaient présents à proximité. Si effectivement ils donnent suite, eh bien, on fera affaire, on finalisera avec eux ou avec un autre opérateur, le cas échéant, pour continuer à construire et réaliser des logements qui sont nécessaires pour là aussi les familles. Et on a beaucoup de demandes de logements également, donc de logements aidés, hein, pour ce type de logement. Et donc le but, c'est de destiner cette parcelle pour cet usage et pour accueillir des familles là aussi. Merci. On avait voté au fait pour les bornes? Oui, on a voté. Hein. Bien. Donc on a supprimé donc on a retiré la 8e délibération, pardon. Donc la 9e délibération maintenant, c'est la délibération portant signature de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF, prestation de services d'accueil de loisirs, donc la LSH. Donc Fabienne Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-22,
Depuis 2008, la Caisse de l'allocation familiale ont mis en place des conventions d'objectifs et de financement qui unifient la formalisation des engagements locaux avec leurs partenaires, considérant que par leur action, les caisses d'allocation familiale contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. Attendu que les actions soutenues par la CAF visent à développer l'offre d'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales, en améliorant son efficience, accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans, soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie, valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leur enfant, contribuer à l'accompagnement social des familles. Considérant que la CAF a inscrit une prestation dans son règlement d'action sociale pour aider au financement des prestations de services telles que les activités d'accueil de loisirs, d'accueil de jeunes et d'accueil périscolaire. Considérant les activités de prestation de services de l'accueil de loisirs sans hébergement de la Motodam, vu les propositions de conventionnement de la CAF qui participent financièrement aux frais de fonctionnement sous forme de prestations, considérant l'intérêt de prendre en compte les besoins des usagers, de déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en œuvre et de fixer les engagements réciproques entre la ville et la Caisse d'allocation familiale. Vu l'avis de la Commission des finances du 12 décembre 2022, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de financement de prestations de services relatives à l'accueil de loisirs sans hébergement, accueil adolescent, autorise Monsieur le maire ou Madame Parpaillon, adjointe au maire, à signer les conventions et les documents pouvant s'y référencer. Donc pour cette première délibération, vous avez donc jointe en annexe la convention d'objectifs qui va se signer avec la CAF selon les critères effectivement qui sont inscrits à l'intérieur. Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Non. Très bien, écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, donc Fabienne Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Donc c'est exactement la même chose, mais là par contre c'est pour une autre demande de prestation qui aurait les vivres en fait à tout ce qui est extrascolaire. Est-ce que je vous la lis avec la même convention annexée? C'est exactement la même demande au niveau des prestations de services. Oui, puisque c'est exactement pareil. Très bien, écoutez, sans plus tarder, avez-vous des questions, des remarques? Non? Très bien, mais on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, donc c'est la troisième concernant toujours les conventions d'objectifs et de financement avec la CAF. Et cette fois, donc c'est concernant, je pense, le plan bonification, plan mercredi. Donc exactement la même chose. Donc là, c'est en vue du futur PEDT. Nous avons donc reçu il n'y a pas très longtemps de la Caisse de l'allocation familiale l'aide pour l'ingénierie. Donc ça a été accepté, 50% de subvention par rapport à cette aide d'ingénierie quand on va lancer le PEDT. Donc là, ça va être dans le même contexte. Donc, cette convention de financement de prestations de services relative à l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire, bonification, plan mercredi, avec la même convention annexée d'objectifs et de financement, liée avec la CAF, convention bipartite. Écoutez, on va le soumettre. Avez-vous des remarques? Pardon, oui, allez-y. Juste, étant donné qu'on parle de la bonification plan mercredi, vous avez parlé du PEDT, mais ça veut dire que derrière, il y a aussi l'élaboration d'un plan mercredi. Parce que l'ingénierie n'est valable que sur le plan mercredi. Oui, mais on a accompagné aussi pour la réalisation du plan mercredi. D'accord. Ouais. Mais la bonification de la PSO, je ne comprends pas la bonification plan mercredi en termes de prestation de services. Apparemment, c'est une définition de la Caisse d'allocation familiale. C'est comme ça qu'elle nous l'a interprété. Elle est la même. Voilà, c'est ça. La bonification du plan mercredi, elle va poser sur l'ingénierie, mais la PSO, c'est la même. C'est pour ça. C'était juste une question de compréhension. Oui, c'est la même. Okay. Très bien. Écoutez, on soumet à votre vote. On va peut-être attendre le retour de Arnaud.
Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. Parce que là, je suis... Oui, attendez, je reviens sur le... Voilà, donc 12e délibération, donc c'est le partage de la taxe d'aménagement avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc je vous présente rapidement cette délibération. Donc comme vous le savez tous, la communauté de communes exerce la compétence donc, économique, hein, c'est-à-dire la création, l'aménagement, le soutien, l'entretien et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, mais là en l'occurrence nous n'en avons pas. Dans ce cadre-là, donc l'aménagement des zones d'activité communautaire est entièrement financé par la communauté de communes. Afin de permettre à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral de poursuivre ses aménagements dans les zones d'activité en bénéficiant des ressources financières dédiées, il est proposé que la commune de Luçon, comme d'ailleurs toutes les communes de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, qui ont des zones d'activité, bien évidemment, reverse à celle-ci le produit de la part communale de la taxe d'aménagement perçue sur le périmètre des zones d'activité économique, ce qu'on appelle les ZAE. Par ailleurs, il est également proposé que la commune reverse à la communauté de communes le produit collecté lorsque le projet assujetti à la taxe d'aménagement est porté par la communauté de communes en dehors des zones d'activité économique. Voilà donc ce qui vous est proposé. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2022, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, approuve donc le reversement à la communauté de communes de la totalité du produit de la taxe d'aménagement quand l'opération de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, d'installation ou d'aménagement de toute nature sont situés en zone d'activité économique. Approuve le reversement à la communauté de communes du produit collecté de la taxe d'aménagement quand le produit est porté par la communauté de communes en dehors des zones d'activité économique. Décide que ce partage s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 d'après les montants perçus par la commune sur les exercices comptables 2023 et les suivants. Autorise Monsieur le maire à signer la convention afférente figurant en annexe ainsi que ses avenants le cas échéant et autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, avez-vous des questions, des remarques particulières? Non. Donc c'est quelque chose, c'est une délibération qu'on a prise bien sûr en conseil communautaire et que les communes vont prendre maintenant au fil de l'eau. Voilà. Très bien, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 13e délibération, c'est le service commun donc, des droits des sols, c'est ce qu'on appelle vulgairement ici l'ADS. C'est la convention cadre et convention particulière pour l'adhésion au service commun intercommunal. Donc lorsqu'un service commun est porté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, il est possible de financer cette mutualisation de services soit par le biais de la refacturation, soit par imputation directe sur le montant de l'attribution de compensation déjà versée par cette EPCI. À partir du 1er janvier 2023, il est envisagé de remplacer la refacturation de la communauté de communes vers les communes adhérentes au service commun par une imputation directe sur le montant des attributions de compensation. Cette imputation du coût de service commun permettra d'optimiser le coefficient d'intégration fiscale, donc ce qu'on appelle le CIF de la communauté de communes, et réduira bien évidemment ainsi le nombre de flux financiers avec les communes adhérentes. Donc on évite de faire des actes administratifs, etc. Donc il est proposé d'intégrer cette évolution par la signature d'un avenant tout simplement. Celui-ci viendra modifier les dispositions de la convention cadre. Il est rappelé que la convention cadre sert de référence aux modalités d'adhésion au service commun intercommunal des autorisations des droits du sol et qu'une convention particulière intervient ensuite entre la communauté de communes et chacune des communes adhérentes au service commun. Donc, vu l'avis favorable de la Commission finances du 12 décembre 2022, il vous a demandé, donc après en avoir délibéré, de m'autoriser à signer avec la communauté de communes l'avenant 1 tel que figurant en annexe de la présente délibération et m'autoriser également à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà, donc c'est en fait maintenant on facture directement donc dans le cadre des attributions de compensation. Avez-vous des remarques particulières? Non.
Très bien. Ben, écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pardon, et qui est pour? Excusez-moi. Donc, voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 14e délibération, c'est une dérogation donc, au repos dominical des salariés relevant de la compétence des maires. Donc, c'est une délibération qu'on a prise également déjà au conseil communautaire et qu'on vous repropose ce soir parce qu'elle concerne uniquement la commune de Luçon. Sachant que pour cette délibération, la personne qui a le pouvoir de Madame Macot donc, ne lèvera pas la main parce que Madame Jennifer Macot, qui travaille dans une des enseignes qui est concernée, ne participera pas au vote. Je laisse donc Yveline Thibault nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu les articles du Code du travail, vu les avis des organisations d'employeurs et de salariés, conformément aux articles R 3132-21 du Code du travail, vu l'avis conforme de la communauté de communes que l'a signalé Monsieur le maire, et conformément au dispositif de des articles du Code du travail, Monsieur le maire soumet donc à l'avis du conseil municipal les listes des dimanches concernés. Ces dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail du dimanche de la loi Macron apportées à la législation donc l'existante des modifications. Et donc maintenant, il y a la possibilité de pouvoir travailler, jusque-là c'était jusqu'à 13h et là c'est possible tout le dimanche. Donc pour les commerces de détail non alimentaires, des dérogations au repos dominical peuvent donc dorénavant être accordées à hauteur de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. Donc la liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc le conseil municipal doit rendre un avis simple. Et donc pour l'année 2023, cet arrêté du maire doit être pris afin de désigner 12 dimanches, comme je vous l'ai dit. Donc concernant les établissements du commerce de détail, à l'exception des magasins de meubles, il y a plusieurs dates, hein, donc 15 janvier, 12 février, 9 avril, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 26 novembre. Et puis après, en décembre, il y a le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31 décembre. Et pour les établissements de commerce automobile, ce sont le 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre. Donc, vu l'avis favorable à la commission des finances, ayant entendu le rapport, donc on émet un avis favorable au calendrier 2023 relatif aux ouvertures dominicales autorisées par secteur d'activité. Et donc, voilà, c'est les dates que je vous ai déjà nommées tout à l'heure. Voilà. Très bien. Écoutez, avez-vous des remarques particulières concernant ces... Non? Très bien, mais on va le soumettre à votre vote. Donc, Madame Jennifer Macot ne prenant pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, voté à l'unanimité, Madame Macot ne prenant pas part au vote. 15e délibération, création et suppression de postes. Donc, je laisse la parole à Christian Grimaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération a pour but donc, de fixer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet qui sont nécessaires pour le fonctionnement des services de la collectivité. Je précise que dans les délibérations des conseils municipaux du mois de juillet, du mois de septembre et de novembre, des postes ont été créés par ces différentes délibérations auparavant. Alors, ces tableaux des effectifs, cette modification provient bien sûr de l'avancement de grade qui ont été décidés lors de la commission emploi qui s'est réunie et qui a donc validé les changements de grade de différents agents en fonction des critères bien déterminés. Et on a également donc la suppression du poste donc, du service du SAD qui engendre également des créations de postes au niveau de la ville de Luçon, de la collectivité. Donc il faut créer ces postes-là. Certains postes ont déjà été créés dans la délibération du mois de novembre, mais nous devons donc régulariser le tableau des effectifs par des suppressions et créations de postes afférents à ces différents changements au sein de la collectivité. Donc on a eu un avis favorable au niveau du comité technique du 7 novembre 2022 sur la suppression des postes d'agents titulaires qui figurent au tableau des effectifs, ainsi que pour les 4 postes d'agents titulaires du CCAS qui sont affectés, qui étaient affectés au service à domicile.
sachant que ces 4 agents concernés ont formellement accepté d'intégrer les services de la ville au 1er janvier 2023, hein, je le précise, par une intégration directe externe dans les cadres d'emploi d'agents administratifs et d'adjoints techniques pour exercer respectivement des missions d'accueil, donc poste d'agent d'accueil, et poste d'agent entretien des locaux. Donc voilà, donc vous avez dans ces délibérations les différents postes qui ont été supprimés et ceux qui ont été créés. Donc je précise encore une fois que d'autres postes ont déjà été créés dans les précédentes délibérations. Donc ça permet de mettre à jour le tableau des effectifs qui est également en annexe de cette délibération que vous avez pu consulter dans les documents joints au niveau du conseil municipal. Avez-vous des remarques, des suggestions? Oui. On a échangé en commission finance. Non, je voulais juste féliciter et remercier les services pour nous donner, pour une fois, je vais dire, un tableau qui est nickel. Quasiment nickel. Franchement, c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas un tableau comme ça. Il y a peut-être juste à la fin, toute fin de tableau, les totaux, 120 agents titulaires et 5 agents, et juste après 128 agents titulaires. Alors, je ne sais pas comment on peut entendre, est-ce que c'est 120 ou 125 qu'il faut est-ce que les 5 sont compris dans les 120? Pas du tout. Il y a juste ça qui reste un petit peu nébuleux pour nous. Mais sinon, non, félicitations. Et merci surtout. À quel endroit? Sans agents titulaires et 5 agents contractuels, oui. C'est ça. C'est 120 plus 5. C'est 120 titulaires plus 5 agents contractuels, c'est ça. Ouais. Très bien, merci pour la remarque. Avez-vous d'autres questions, d'autres suggestions? Non, merci. Écoutez, on le soumettre votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Délibération suivante. Alors, c'est la réhabilitation de la maison Vrignot. Là, on est sur les demandes de subvention, donc je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Pardon. Je cherchais comment allumer le micro. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, la réhabilitation de la maison Vrignot, donc demande de subvention. Donc, considérant le projet de réhabilitation de la maison Vrignot, donc considérant la campagne 2023 de la DETR et du DISIL, considérant le soutien au développement et l'attractivité des communes donc de Vendée par le conseil départemental de la Vendée, donc considérant le plan d'action du fonds FEDER 2017-2022, considérant un programme d'aide financière du CIDEVRE dans le cadre de travaux visant à améliorer la qualité énergétique et thermique des bâtiments, considérant la volonté de la DRAC de soutenir la rénovation des bâtiments à proximité des bâtiments classés monuments historiques, à proximité de la cathédrale, vu l'avis favorable de la commission des finances à l'unanimité du 12 décembre 2022. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement prévisionnel hors taxe suivant. Vous avez la totalité des travaux pour 2 506 602,60 € et vous avez sur la partie de droite les différents produits avec le fonds de relance de la région, le fonds leader, le DISI, les subventions départementales, le CIDEV, la DRAC et la ligne d'autofinancement. L'objectif, c'est juste de réactualiser, on a déjà passé ces délibérations, c'est de réactualiser les chiffres en fonction de ce que l'on peut aller chercher. Voilà, et donc autorise monsieur le maire à solliciter l'ensemble des subventions auprès des différents organismes cofinanceurs et autorise monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. L'objectif, c'est de donner toute liberté à monsieur le maire d'aller chercher des subventions et donc de diminuer l'autofinancement. Avez-vous des remarques? Oui. Oui, difficile de s'opposer, c'est pas une volonté de notre part d'ailleurs, à la demande de subvention, hein. C'est juste qu'on se rend compte que les totaux commencent à vraiment enfler, hein. On est à 2,5 millions. On espère que ça va se maintenir à ce niveau-là et pas augmenter encore.
Oui, souvenez-vous, on avait passé une délibération, on était sur un phasage au départ, on avait dit on fera ça en phasage. Et maintenant, donc, on est vraiment sur une opération globale. Hein. Malheureusement, c'est vrai que dans les dernières études qui avaient été faites, on a du pilotage à faire en soubassement, hein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, en fait, d'ailleurs, on le voit quand si vous êtes allé déjà à l'espace Vrignot, vous avez des galeries souterraines. Donc là, on nous conseille fortement de mettre donc quelques pieux. Donc on va avoir quelques fondations profondes à faire. Donc là, ce sont des coûts malheureusement supplémentaires, plus les augmentations des coûts de matériaux qui effectivement nous impactent aujourd'hui. Mais normalement, ça y est, on est en phase maintenant, on est en phase APD, donc tout devrait s'éclaircir. Et on espère, parce qu'on en parle depuis quelques temps, là, on espère, et c'est ce que nous disent aujourd'hui les opérateurs, qu'effectivement les coûts des matériaux vont cesser de grimper et également les appels d'offres devraient être aujourd'hui, on va toucher du bois, plutôt à la baisse qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Donc attendons de voir, on est vraiment sur des estimatifs aujourd'hui. Donc avançons sur le dossier et puis tout naturellement après on viendra effectivement sur les coûts lorsqu'il en sera nécessaire. Mais voilà, oui, effectivement, la réalité elle est là aujourd'hui. Avez-vous d'autres remarques? Non? Merci. Écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. Donc réhabilitation, la 17e délibération, c'est la réhabilitation de l'ensemble scolaire. Donc on l'appelle Bossir pour l'instant, hein, mais on espère qu'il prendra un autre nom prochainement. Donc pareil, demande de subvention. Donc je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, la réhabilitation de l'ensemble scolaire Bossir, donc avec les demandes de subvention. Donc en application de l'article du Code général des collectivités territoriales, les dispositions réglementaires relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, sont applicables, sauf exception à la dotation de soutien d'investissement local, le DISIL. Considérant le projet de réhabilitation de l'ensemble immobilier, le collège Bossir, en vue d'agrandir le groupe scolaire maternel et élémentaire, le centre, considérant l'offre du Conseil régional des Pays de la Loire dans le cofinancement des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics, considérant le soutien au développement et à l'attractivité des communes de Vendée par le Conseil départemental de la Vendée, considérant le plan d'action des fonds Leader 2023-2027, l'action numéro 2, vers un aménagement de proximité et une mobilité durable, vit l'avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2022, là encore à l'unanimité. Donc vous retrouvez le plan de financement avec l'ensemble des différentes demandes de subventions que nous allons faire pour arriver à un total d'1 986 905,65 centimes. L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher le maximum de subventions pour diminuer l'autofinancement. Et donc autorise monsieur le maire à solliciter l'ensemble de ces subventions et à signer tout document afférent à ce dossier. Avez-vous des remarques et des questions? Oui, Madame Sosso. Si nous votons cette délibération ce soir, ce n'est pas par adhésion sur le projet, vous le savez, sur ce projet d'implantation d'une école maternelle et élémentaire dans un collège. Ce qui va motiver notre vote de ce soir, c'est bien l'urgence de la situation vis-à-vis des enfants, des familles et des équipes enseignantes pour assurer effectivement leur sécurité et leurs conditions de travail. Même si, nous le savons, il y a une vraie volonté de la collectivité pour répondre au cahier des charges des équipes enseignantes, la configuration des bâtiments du collège du Bossir, les réalités des espaces extérieurs vont contraindre effectivement ce projet dans des espaces de circulation et d'attribution de salles de classe. Les adaptations nécessaires vont conduire des travaux conséquents, voire très conséquents, en termes de coût final. Nous ne sommes pas bien sûrs que ce soit une bonne affaire, entre guillemets. Nous regrettons, pour terminer, peut-être ce manque d'ambition pour s'inscrire dans des politiques éducatives. On a bien entendu que nous étions enfin sur un PEDT et un plan mercredi, mais nous aimerions effectivement pouvoir inscrire Luçon dans une réelle ambition liée à l'éducation et les politiques enfance-jeunesse comme levier de développement sur la ville. Merci. Merci de vos remarques. Effectivement, on n'est pas sur une école dans construction, on est bien sur une réhabilitation, une rénovation
d'un collège. Pour autant, vous étiez au comité consultatif. On a eu une belle approche de ce que sera effectivement les espaces, ce que seront les espaces futurs, avec cette volonté par les architectes, les bureaux d'études qui nous suivent et les architectes, à vraiment faire en sorte que dans les espaces maternels, on y soit comme dans un cocon d'espace maternel, et pour les primaires également. Bien évidemment, on est sur l'ensemble après immobilier qui était assez conséquent. Mais je ne doute pas qu'à la mise en œuvre des travaux, et puis le rendu final sera tout à fait innovant et également aussi adapté pour l'enseignement qui est dû aux enfants. On a tous hâte effectivement d'être dans ces locaux et de voir très rapidement les travaux commencer, donc à l'été prochain, juste après le déménagement bien sûr du collège actuel. Juste une remarque également sur les financements, la recherche de financement. On va continuer encore, parce qu'on a peut-être des opportunités supplémentaires à trouver des financements supplémentaires. Mais je pense qu'on en reparlera dans quelques temps. En tout cas, moi je remercie aussi là encore le bureau d'études, tous ceux qui travaillent, notamment sur les aménagements et sur la fameuse, parce qu'on a parlé de la cour Oasis, vous le savez mieux que moi, qui va donc faire en sorte que les enfants des maternelles puissent être dans un environnement qui soit propice aux leurs, en fait, tout naturellement. Voilà, avez-vous d'autres remarques? Oui? Pardon? Je voulais rebondir sur ce que vous avez répondu à Martine Sosso. Moi, j'ai jamais vu de cocon à étage. Alors, ce qui me perturbe, c'est qu'il y ait une classe de maternelle qui soit à l'étage au Bossir. Ça, c'était pas prévu du tout. Et apparemment, à vouloir faire entrer des boîtes carrées dans les boîtes rondes, tout ne rentre pas. Voilà, ça nous embête beaucoup de mettre des maternelles, parce que c'est pas des petits étages en plus là-bas. L'autre remarque, c'est que voilà, les coûts sont ce qu'ils sont. Ça commence vraiment à faire beaucoup. On a parlé aussi de mise en sécurité des enfants. C'est comme des termes assez forts. Là, les petits élèves qui sont à l'école du centre actuellement sont en danger. Et ils n'ont même pas de chauffage depuis 15 jours. Il y a eu plusieurs soucis. Alors il reste encore 2 hivers à passer entiers à l'école du centre. Donc j'espère qu'ils auront des conditions dignes de travail et de conditions qui leur permettent d'être non pas en manteau à l'école si possible. Donc je ne sais pas si vous pourrez gérer au mieux les problèmes de chauffage et de chaudière. Merci. Merci. On ne va pas commencer à refaire l'histoire sur les problématiques de chauffage. Moi, je voudrais simplement remercier les services de la ville et là, qui font tout leur possible pour qu'effectivement aujourd'hui cette structure d'enseignement soit maintenue pour que dans des conditions tout à fait naturelles pour que les enfants puissent y être bien. Malheureusement, parfois, il y a des dysfonctionnements. Il m'est arrivé chez moi aussi que ma chaudière tombe en panne. Il m'est arrivé qu'à un moment donné, il manque de fioul. Et bien, on prend des dispositions. On fait en sorte aujourd'hui, et moi je remercie les services et Fabienne Parpaillon d'être en permanence sur l'école pour être réactif et réactive. Maintenant, effectivement, on n'empêchera pas et ça c'est normal, effectivement, des parents qui puissent se plaindre que leur enfant soit pas tout à fait bien. Simplement parce qu'on ne va pas comparer, mais aller à la Sainte Famille la semaine dernière, ils ont été 4 jours sans chauffage. J'ai rien vu sur les réseaux sociaux. Tout va bien. Les gens, ils ont mis des pulls supplémentaires et à la Sainte Famille, tout s'est très bien passé. Bon, je ne veux pas en rajouter. Fabienne, tu as quelque chose à dire ? Je voudrais simplement dire que j'ai quand même été choquée par des termes qui m'ont été envoyés par mail, que j'étais inactive. Donc je suis désolée, mais depuis que j'ai la compétence, je dialogue énormément avec les directions d'école et les enseignantes. Alors me faire targuer de personnes inactives, je n'accepte pas. Je pense que la personne qui m'a dit ça se reconnaîtra. Je suis désolée, mais nous sommes ici, moi je remonte les doléances et je remonte les demandes auprès de la Direction Générale des Services, qui ensuite fait tout pour que les agents puissent
faire leur travail. Et Monsieur le maire est également aussi dans la boucle. Je pense que lui aussi est en capacité de faire remonter ses demandes, ses propres demandes. Et il a aussi le respect des enfants. Moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne, que j'avais le respect des enfants, qu'on était là dans un engagement, qu'on n'était pas là justement pour faire du mal aux enfants, c'est bien le contraire. Et en ce qui concerne la nouvelle école, on n'est pas les seuls en France à acheter des collèges et des lycées et à les transformer en écoles. Donc après, effectivement, c'est un jeu avec les architectes. Je comprends que ça peut parfois déplaire, mais là, on essaye de faire le maximum pour que ce grand bâtiment soit fait, soit établi de manière, comme l'a expliqué Monsieur le maire, et ça a été vu par les architectes, de redescendre les plafonds pour que ce soit à la hauteur des petits-enfants. Il y a peut-être des petits points d'amélioration à faire, ce qui a été invoqué justement à la présentation du conseil consultatif. Il y a quelques petits éléments à rechanger qui nous seront effectivement représentés par l'architecte. Mais moi, je leur fais confiance avec une superbe cour Oasis qui servira peut-être de cours pilote. C'est un projet qui intéresse la communauté de communes. Donc, on est quand même heureux de pouvoir montrer qu'on est en capacité de faire de ce bâtiment, de ce collège Bossir, quelque chose d'innovant pour les enfants. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Fabienne. Reconnaissons le travail des agents, des élus et ne critiquons pas sans arrêt. Comme je vous le dis, on a le pendant juste à l'école à côté et tout s'est bien passé. Les parents ont compris, les parents acceptent. Malheureusement, il n'y a pas eu de chauffage pendant 4 jours. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Après, pardon ? Enfin, sur une journée, oui, une journée complète. Mais enfin bon, c'est pareil. Bref. Oui, Arnaud. Je vais juste compléter par rapport à vos propos, Monsieur Bouger. Vous évoquez effectivement le coût important. Effectivement, on arrive à 2 millions plus l'achat, ça fait 2,8 millions. Alors, vous n'étiez peut-être pas dans le conseil municipal précédent, vous étiez effectivement dans le public. On était aux alentours de 4 millions à 4,5 millions avec une construction neuve ou une réhabilitation sur place. Et donc, s'il y avait eu l'augmentation des matériaux, comme c'était des coûts avant la crise, on serait à plus de 5 millions. Donc, je pense qu'on peut se réjouir. Et comme vous évoquiez, je fais le parallèle avec la délibération d'avant, où vous évoquiez que les coûts augmentaient, qu'on avait des augmentations. Je pense qu'on peut se réjouir d'avoir un coût à 2,8 millions et non à 4,5 millions, plus les plus-values qu'on aurait pu avoir. Voilà. Donc, réjouissons-nous d'avoir moins d'argent à dépenser. Alors, ça me fait toujours du mal d'entendre cette histoire de faire des économies sur le dos des enfants. J'ai toujours du mal. Mais là, réjouissons-nous de faire des économies, de penser que 2,8 millions au lieu de 4,5 millions. Si, c'est exactement ce que vous dites. Après, l'école que vous êtes en train de nous faire, on l'aura pour 20, 30 ou 40 ou 50 ans. On verra comment elle sera appréciée, si vraiment elle est aussi on dit juste que c'est de magnifique que vous voulez bien le dire. Alors, Monsieur Bouger, j'entends ce que vous dites. On dit juste qu'une école fonctionnelle à 2,5 millions, vous vouliez quelque chose à 4,5 millions, 5 millions. Et je pense que lors de votre campagne municipale, vous n'avez jamais expliqué comment on le finançait. Voilà, nous, on met en face des budgets. Voilà, on ne va pas faire de polémique là-dessus, mais en tout cas, je voulais juste dire qu'avec 2,5 millions, on aura une très belle école fonctionnelle. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui font partie du comité de soutien, du comité d'école, qui permettent de travailler. Il y a eu un lapsus. Qui permettent de travailler autour. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste dire qu'avec 2 millions, on va plus de 2,5 millions, 2,8 millions en fonction de l'achat, effectivement, on va arriver à avoir une belle école fonctionnelle qui va répondre aux objectifs, comme l'a dit Madame Sosso, des équipes pédagogiques pour les enfants. Donc on peut se réjouir et c'est de l'argent public, donc il faut être une bonne gestion de cet argent public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc pas de polémique sur le côté de jouer avec la sécurité des enfants, je dis juste que c'est de l'argent public. Et puis moi, je voudrais rajouter que c'est vraiment la collectivité qui a été mise en place actuellement qui vraiment s'occupe des écoles. Je n'ai rien à rajouter. Bien, merci pour ces échanges. C'est toujours enflammant. C'est des débats qui sont porteurs, mais c'est normal et c'est logique. C'est complètement logique, c'est vrai. Non, mais merci de vos propos, Madame Sosso, en tout cas. Voilà, on va espérer, on va continuer à travailler parce qu'on n'a pas fini encore avec le comité consultatif pour effectivement que ce soit une réussite, parce qu'il faut que ce soit une réussite. Et on va s'attacher à le faire. Très bien, écoutez, on soumet à votre vote cette délibération concernant, pour l'instant, ce sont des demandes de financement et on va essayer d'en chercher d'autres. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Donc, merci, c'est voté à l'unanimité. Et la 18e délibération, ce sont les acomptes aux subventions pour l'année 2023. Ce sont des acomptes que l'on passe traditionnellement tous les ans. Simplement préciser que pour cette délibération, ne prendront pas part au vote Madame Parpaillon et Madame Le Goff, qui sont donc au CA, donc au conseil d'administration du campus.
Arnaud. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, on va présenter 4 acomptes que le conseil municipal va attribuer pour l'exercice 2023. Donc un acompte de 22 000 € pour le campus, 22 000 € au Luçon Football Club, 10 000 € au Luçon Basket Club, 3 000 € au Vélos Club Luçonnais. Donc il attribue un acompte donc, de 150 000 € au CCAS et dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2023. Avez-vous des remarques? Non, c'est une délibération que l'on prend traditionnellement. Donc on va le soumettre à votre vote, sachant que Mme Parpaillon et Mme Le Goff ne prennent pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. Budget principal, décision modificative numéro 3, Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, considérant la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables nécessaires à l'activité de la commune, compte tenu que les chapitres suivants ne disposent pas suffisamment de crédit pour passer aux écritures, donc il y a le chapitre 16, donc écriture relative au remboursement du capital des emprunts, donc plus 7 600 €, régularisation de l'année 2021. Pour le chapitre 596, donc article 21.312, écriture relative aux travaux dans les écoles, et le chapitre 706, donc c'est les écritures relatives à l'achat de matériel informatique et logiciels métiers. Et un avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2022. Et le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la présente décision modificative du budget principal. Vous retrouvez les différents points avec les chapitres et les différents articles proposés, et donc les travaux ADAP-Ville, moins 57 600 €. Avez-vous des remarques, des suggestions? Non? Très bien, merci. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, donc c'est le budget assainissement, décision modificative. Numéro 1, Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, considérant toujours la possibilité de modifier le budget annexe assainissement jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit. Donc compte tenu que le chapitre suivant ne dispose pas suffisamment de crédit pour passer les écritures, donc c'est le chapitre 41, opération d'ordre à l'intérieur de la section, intégration au compte travaux des frais d'études. Et donc il est proposé de prendre sur le chapitre 41 485 € et 90 centimes. Et il y a un avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2022. Pas de remarque, je le suppose. Non. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. 21e délibération, autorisation budgétaire spéciale pour 2023 sur le budget communal. Donc c'est pareil, ce sont des délibérations qu'on prend régulièrement pour effectivement nous permettre de pouvoir fonctionner en début d'année. Donc je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1612-1 permettant jusqu'à l'adoption du budget jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date à l'exécutif de la collectivité, sur autorisation de l'organe délibérant d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris des crédits afférents au remboursement de la dette. Considérant que cette délibération budgétaire spéciale précise le montant de l'affectation des crédits, sachant que ces derniers seront pris au budget primitif 2023 lors de son adoption, considérant que cette disposition permettra à Monsieur le maire ou à ses représentants d'engager, entre autres, les dépensiers à la voirie et aux travaux dans les différents bâtiments. Un avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2022. Vous retrouvez les différents chapitres avec des travaux effectués d'office pour le compte de tiers, des locaux d'équipement scolaire. Vous retrouvez les équipements urbains, les terrains et sports, la voirie, l'habitat, l'ADAP accessibilité bâtiment, pour le nouveau groupe scolaire. Vous retrouvez une ligne pour la culture et le patrimoine, pour les acquisitions matérielles, l'informatique et l'environnement, soit un total d'1 209 039 et 76 centimes. Et donc autorise Monsieur le maire ou son représentant à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement suivant le vote du budget primitif 2023. Avez-vous des remarques? Oui. Sur la toute première ligne, le péril imminent rue des Gentilshommes, ça fait plusieurs fois qu'on passe des dépenses. On doit approcher les 100 000 €, je crois. Je ne sais pas comment on peut contraindre le propriétaire de faire des travaux pour redresser son mur. Là, il est question de lever le péril imminent
pour que la propriétaire de l'autre maison regagne sa maison. Donc voilà, ma question est comment contraindre le propriétaire? Parce que là, je ne vois pas comment on peut lever le péril imminent au vu des, des étés qui sont placés. Le péril, il est levé parce que quand il y a un péril imminent, c'est-à-dire un péril qui est imminent, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut y avoir une catastrophe. C'est la responsabilité du maire, hein, bien évidemment, hein, le pouvoir de police. Donc ce qu'on a fait, nous, ça fait quand même 3 ans maintenant hein, que ce péril est imminent. Normalement, la procédure, c'est dans les 6 mois qui viennent, donc comme quoi ça tarde, parce que derrière ces mots, bien sûr, après, il y a surtout du juridique, c'est toujours là la grosse problématique. Donc nous, aujourd'hui, dans le cadre d'un péril imminent, on a levé le péril, c'est-à-dire qu'on a conforté le mur de séparation entre les différents propriétaires. Confortement, on ne va pas vous faire un dessin, on ne va pas vous décrire toutes les démarches qui ont été faites, parce que c'est extrêmement long et il y aurait vraiment un roman à écrire sur tout ce qui a été fait depuis 3 ans. Et là, je remercie une fois de plus, parce que c'est un travail de l'ombre qui se fait par les services. Ce sont des heures, des journées, des semaines qui ont été passées pour concilier les gens, les réconcilier, les faire entendre. Ce sont des souffrances aussi pour les habitants, parce que ce sont des personnes âgées, des personnes qui sont vraiment en souffrance, qui nous en ont fait part à de nombreuses reprises. On est allé les voir pour essayer de les réconforter, de les conforter. Ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, donc, nous, la ville de Luçon, on a rempli notre devoir, c'est-à-dire qu'on a conforté donc, le mur. On a fait en sorte que maintenant, ce mur ne puisse pas s'effondrer. Mais après, ce mur ne s'effondrera plus. Sauf que maintenant, il y a quand même des travaux donc, de réfection à l'intérieur de ce confortement qui sont à faire par les propriétaires. Ils les font, ils les font pas. Maintenant, c'est plus notre problème, c'est le leur. Donc c'est propriétaire contre propriétaire. Donc après, là, ce sont des procédures qu'ils entament eux-mêmes entre leurs avocats, leurs assurances. Mais nous, maintenant, on a fait en sorte qu'il n'y a plus de catastrophe qui pourra se produire. Donc voilà, donc nous on a fait notre job, ça effectivement ça nous coûte aujourd'hui, ça coûte aux Luçonnais 100 000 €, effectivement, dont on sera remboursé, on le souhaite, et en tout cas on l'espère dans les années qui viennent, par le biais des assurances. Mais aujourd'hui on a fait le travail et je remercie vraiment les services. Maintenant c'est aux propriétaires d'assurer les travaux maintenant de réparation. Le confortement est fait, maintenant c'est de la réparation. Voilà, tout naturellement. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Non. On va continuer bien évidemment à suivre quand même le dossier, hein, parce qu'on ne va pas laisser les propriétaires comme ça. On va essayer de les inciter. Et puis il y a un médiateur effectivement judiciaire qui est présent, qui est là pour essayer d'articuler tout ça. Oui. Puis nous, on va surtout s'assurer qu'auprès des personnes, tout se passe bien, parce que malheureusement, rien n'est encore terminé pour eux. Monsieur Bouger, ici c'est la ligne qui est mise, c'est pas une somme qu'on va dépenser, c'est une somme qu'on met au cas où, en attendant de voter le budget. C'est-à-dire qu'il ne faut pas additionner ces 42 500 purs, net et précis. On les met au cas où on aurait besoin d'agir dans l'urgence, quel que soit ce qui pourrait arriver. Voilà. Très bien. On se soumet donc à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération suivante, c'est l'autorisation budgétaire spéciale. Cette fois, ça concerne pour 2023 l'assainissement. Je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est la même délibération pour permettre de faire une avance sur le budget primitif 2023. Donc là, dans ce cas-là, on flèche pour les frais d'études 12 121 € et 25 centimes, frais d'insertion 500, installation matérielle et outillage 68 076 € 91, soit un total de 80 698 et 16 centimes. Et donc on a un avis favorable de la commission des finances et que le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire ou son représentant à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement suivant avec le vote, avant le vote du budget primitif assainissement 2023. Bon, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. La 23e délibération, c'est l'autorisation spéciale budgétaire, toujours pour 2023, pour la maison de santé donc pluriprofessionnelle. Donc, sachant que M. Denis Lesage ne prendra pas part au vote, voilà, et qu'il sorte également de la salle.
pour ce faire. Donc c'est Arnaud Charpentier qui présente la délibération. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est toujours le même principe de ne pas bloquer et permettre d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement suivantes avant le vote du budget primitif de la Maison de santé pluriprofessionnelle 2023. Et donc il est préconisé de mettre 4 173 € et 15 centimes sur le compte 2188. Très bien. Avez-vous des remarques? Non. Très bien. Merci. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voter à l'unanimité, sachant que M. Denis Lesage ne prend pas part au vote. La 24e délibération, alors c'est Podelia, donc c'est la garantie d'emprunt pour l'opération de construction de 24 logements situés sur la commune de Luçon, donc au lieu-dit l'Aubépine. Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'article 1 que la ville de Luçon accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 875 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et en charge des contrats du prêt, donc 13 99 39 constitué de 5 lignes de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 866 500 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre des contrats de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L'article 2, que la garantie est apportée aux conditions suivantes, que la garantie de la collectivité est accordée dans la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuelles dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité, sur la notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations. La collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut des ressources nécessaires à ce règlement. L'article 3, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Et on avait, comme je le rappelle, un avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances. Très bien. Écoutez, avez-vous des remarques particulières? Non? Ou bien on va le soumettre à votre vote. Ah oui, pardon, Denis? Juste oui, préciser, effectivement, dans l'intérêt de la ville de Luçon, ma collègue Géraldine Libessard, chargée du logement étant absente, je précise que cette garantie d'emprunt que nous concédons donc à Podelia nous permet, dans le cadre de la gestion des flux, de flécher des familles luçonnaises donc pour l'attribution de logements dans cette opération donc de logement conventionné. Donc on pourra directement, lors des commissions, et notamment Géraldine et les services du CCAS, flécher des familles luçonnaises pour se voir bénéficier donc de logements et en prioritaire. Voilà, donc c'est intéressant pour la ville. C'est un plus de... Nous avions l'habitude de garantir ces emprunts, mais il y a ce dispositif supplémentaire qui s'applique maintenant. Oui, très bien. Très bonne remarque, Denis, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais ça nous permet effectivement, du fait de la garantie d'emprunt, de pouvoir placer, on va dire, des gens, donc normalement, donc sur le site, si nécessaire. Certaines familles. Voilà. Avez-vous des remarques? Non? Très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Merci bien. Donc la 25e délibération, c'est la vente de la cession de la parcelle donc au 6, 5 et 7 rue Georges Clémenceau à la société donc SCI FBB, ce qu'on appelait autrefois l'ancienne bijouterie Godet, qui aujourd'hui est devenue l'Harmonie Mutuelle. Je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le courrier d'information adressé à la direction régionale de la société d'Harmonie Mutuelle, titulaire du bail commercial du local appartenant à l'immeuble qui fait l'objet de la présente délibération en date du 4 octobre 2022. Donc il y a une proposition d'achat de la FBB Immo, Société civile immobilière, d'acquérir pour 160 000 € le bien situé au 5 et 7 rue Georges Clémenceau, 85 400 Luçon, en date du 13 septembre 2022. Vu l'avis de France Domaine en date du 3 novembre 2022, attendu que la commune a procédé à l'acquisition du dit bien du conseil municipal du 12 mai 2015, délibération C13.20 pour permettre l'établissement d'un commerce, considérant l'inoccupation des logements situés à l'étage et leur détérioration au fil du temps, présentant aujourd'hui un état d'insalubrité,
Considérant que la FBB IMO souhaite réserver le commerce d'une part et procéder à la rénovation et la mise en location des logements d'autre part, considérant la volonté de la commune de favoriser l'initiative en faveur du développement du dynamisme du centre-ville, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 12 décembre 2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la cession des parcelles AO 353 et AO 583, 6, 5 et 7 rue Georges Clémenceau au profit de la FBB IMO, société civile immobilière au capital de 1 000 € dans le siège est situé au 80 boulevard d'Angleterre, 85 000 La Roche-sur-Yon, immatriculé au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 883 593 055, représenté par M. Sylvain Clerc, pour un montant de 160 000 €, et autorise Monsieur le maire ou Monsieur le sage adjoint au maire à signer tout document nécessaire à la dite opération. Pardon. Très bien, merci. Avez-vous des remarques? Oui, Monsieur Pinet. Oui, merci. Juste une petite question. Cette bâtisse a été achetée en 2015, 325 000 €. 295 000 net vendeurs, donc 325 000 €. Et aujourd'hui, vous la cédez à 160 000. Alors que vous avez un avis des domaines quand même à 225 000. C'est assez surprenant. Il y a beaucoup de choses surprenantes dans ce dossier. Tout d'abord, on l'a acheté à 295 000, effectivement, suivant l'avis des domaines. Depuis, on a perçu quand même plus de 120 000 € de loyer. Donc, on peut dire qu'on commence à bien amortir le bâtiment. Hein, donc 120 000 € de loyer. Nous avons aussi, alors dans l'avis des domaines, tout est toujours compliqué. Hein. On a eu un avis des domaines il y a 2 ans qui était à 215 000 € et on a redemandé un avis des domaines il y a un mois et demi, il était à 226 000 €. C'est-à-dire que 2 ans après, l'avis des domaines est supérieur à celui qu'on avait 2 ans auparavant, alors que le bâtiment a été vétuste 2 ans de plus, il s'est dégradé encore depuis 2 années. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre. On est allé au-devant de la personne qui s'occupe de la vie des domaines dernièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme ils disent, ils n'ont plus les moyens humains de se déplacer. Donc ils font tout sur Google Maps. Hein, donc on regarde le bâtiment avec une caméra là, depuis son ordinateur, puis on fait une estimation. Donc voilà. Donc moi, j'en suis pas à 226 000 € aujourd'hui d'estimation, mais j'en suis bien à beaucoup moins de 215 000 €, parce que depuis 2 ans, à mon avis, elle a encore perdu. Bon, après, c'est l'appréciation. Hein. Donc aujourd'hui, l'avis des domaines, on peut le considérer, mais en même temps, ne pas le considérer aussi. Donc si on regarde bien, 294 000 € achetés donc, en 2015, 120 000 € donc, de mensualité perçue depuis, donc on peut estimer donc, qu'il reste 174 000 € à percevoir. On le vend 160 000 € aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est en train de dépérir. Je suis désolé de le dire parce qu'il appartient à la collectivité. On n'a pas fait d'entretien dessus, il n'a pas été entretenu. Aujourd'hui, même nos agents, on leur a interdit d'aller à l'intérieur du bâtiment parce que lui aussi, je ne veux pas dire qu'il menace péril, mais il pourrait devenir dangereux. Donc, et alors ce qui fait que surtout on va le vendre à ce prix-là, c'est qu'aujourd'hui, la société qui s'est engagée à faire les travaux, qui a déjà fait des opérations sur Luçon et qui les a très bien faites, donc va nous faire entre 4 et 5 appartements. Par contre, il va tout faire à la brouette, hein, parce qu'on leur a interdit, bien sûr, il ne sera pas question de mettre une grue au milieu de la rue Georges Clémenceau. Hein, comprenez bien, pendant 1 an, on ne va pas fermer la rue pour les travaux. Aujourd'hui, dans le couloir d'accès de ce bâtiment, vous ne passez pas à 2. Vous passez juste une brouette. Donc tout naturellement, entre la vétusté du bâtiment, entre l'achat, la perception des loyers, moi j'estime qu'aujourd'hui, oui, à 160 000 €, on peut le vendre allègrement. C'est encore, ça reste même quelque part une bonne affaire. Alors on rentre dans le dispositif Petite Ville de demain, hein, et on s'y engage fortement pour réhabiliter le centre-ville, pour faire en sorte aujourd'hui que les logements vacants et les logements qui sont, on va dire, qui menacent, soient réhabilités. Et pour moi, vous le considérez effectivement peut-être pas comme une bonne opération, mais moi je pense que c'est une très bonne opération qu'on va faire aujourd'hui et il faut le faire. Voilà, c'est ma réponse. Vous avez eu quand même plusieurs propositions, dont une à 191 000. Pourquoi pas prendre 191 000 ? Oui, parce que j'ai eu 3 propositions.
propositions. J'ai reçu personnellement, bien sûr, les trois personnes qui proposaient. Dans le courrier que je leur avais fait, je leur avais demandé de me présenter un projet. Il n'y en a qu'un seul qui m'a présenté un projet qui est tenable et qui est réalisable. Les deux autres, je ne veux pas en dire plus, quoi, parce que pour moi, ils n'étaient pas... je ne pouvais pas les considérer, malheureusement. C'est vrai qu'il y a une proposition qui était plus intéressante. Mais en même temps, je ne veux pas non plus... je veux que ça aille vite. Je veux qu'on avance dans les travaux, dans les rénovations. Et je fais confiance donc aux futurs acquéreurs. Voilà. C'est une question après d'opportunité, de confiance, tout naturellement. Voilà. Je réponds à votre question aussi. Avez-vous d'autres remarques? Non? Très bien. Écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Pardon? Ah pardon, vous êtes abstenu? Ah pardon, j'avais pas compris. Donc il y a 5 abstentions. Merci Arnaud, je suis allé trop vite. Bah oui. Ok. Très bien, la 26e délibération, donc c'est la vente d'une parcelle ZT 219 à Sud-Vendée Littoral. Alors c'est Francis Vrignot qui a œuvré pour la vente de cette parcelle qui se trouve en zone économique, qu'on va revendre en fait à la communauté de communes. Donc je laisse Francis nous la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc la ville est propriétaire d'une parcelle ZT 219 dans le ténement de l'Argélique. Cette parcelle est utilisée par 2 commerces qui jouxtent cette parcelle. Les propriétaires sont intéressés pour l'achat de cette parcelle pour, disons, le bien-être de leur entreprise. La commune ne peut pas leur vendre directement parce que c'est une compétence communautaire. Donc la commune vend cette parcelle à la communauté de communes qui la rétrocédera ensuite à ces 2 commerçants. Considérant que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dont le siège est 107 avenue du Maréchal Delatte de Tassigny à Luçon, représentée par Madame Brigitte Thibert, souhaite acquérir ce bien afin de le céder à un acteur économique, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la cession de la parcelle cadastrée ZT numéro 219, 6 ténement de l'Argélique à Luçon et d'une superficie de 374 m² pour un montant de 9 000 € net vendeur au profit de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dont le siège est 107 avenue du Maréchal Delatte de Tassigny à Luçon, représentée par sa présidente, Madame Brigitte Thibert. Autorise Monsieur le maire ou Monsieur Denis Lesage, adjoint au maire, à signer tous les documents et tous les actes liés à ce dossier. Très bien, merci Francis pour avoir piloté ce dossier, pas facile non plus. Pas facile parce qu'il fallait concilier les personnes, sachant que les frais de bornage seront à la charge de la ville de Luçon, pour que la situation soit bien claire entre les acquéreurs. Très bien, merci. Avez-vous des remarques? Je ne pense pas, non. Très bien, on va soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Pardon? Très bien. Bon, écoutez, le conseil municipal en lui-même est terminé. Il y avait en questions diverses, donc on avait une question. Enfin, moi j'ai compris qu'il n'y en avait qu'une. C'est ça, hein, il y avait une question, parce que c'était marqué notre question, mais dans la question, il y a plein de questions, donc c'est un piège. C'est filou, oui. Alors je relis la question parce que c'est nécessaire. Quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter les impacts de la crise énergétique sur la collectivité, sur son fonctionnement, les habitants, les infrastructures, le budget, notamment investissement, fonctionnement, entretien, point, les projets et les orientations du projet Petite Ville de demain. Donc tout ça... Voilà. Alors, pardon? 2 minutes. Non, simplement, c'est vrai que comme toutes les questions écrites, ça n'ouvre pas forcément à débat. Bon, par contre, on va quand même dire les choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez complètement raison. Par rapport à l'inflation galopante, les prix de l'énergie obligent les collectivités, les particuliers à réduire leur consommation pour maîtriser les budgets. Ça, c'est une véracité aujourd'hui et c'est franchement nécessaire, et notamment concernant l'impact sur l'environnement. Donc la ville de Luçon, depuis 2017, a accentué son dispositif
et piloté depuis le mois d'octobre dernier un groupe de travail. Je remercie d'ailleurs le groupe de travail qui est orchestré avec Christian, Yveline, et puis bien sûr les services de la ville avec Madame la directrice générale des services. Donc ils ont piloté donc ce groupe pour essayer donc d'agir concrètement, notamment au sein déjà des services même de la ville, et puis également sur l'ensemble des services publics et tout naturellement aussi sur la collectivité. À travers les actions qu'ils ont mises en place, il y a eu un projet, donc un plan de communication qui a été communiqué. Ça tombait bien parce que juste votre question se posait et le plan de communication était en finalisation. Il est sur le site internet aujourd'hui. Si vous allez sur le site de la ville, vous allez il y a une page, c'est marqué sobriété énergétique. Et donc elle date du 7 décembre. Et puis donc vous pouvez y voir donc sur le site le support et puis des affichettes qui ont été mises, notamment on a étiqueté dans les bâtiments publics. On a fait une information donc, qui va passer donc, dans le prochain Petit Luçonnais de janvier-février. Il y aura une page complète qui permettra effectivement de montrer le plan de communication sur la sobriété énergétique qui est mis en place par la ville de Luçon. Voilà, donc ce qu'on a demandé en fait dans le cadre de la sobriété, c'est déjà via surtout les associations de mettre en place dans chaque association qui utilise les salles, parce que très nombreuses salles municipales sont quand même utilisées, donc de mettre ce qu'on appelle d'avoir un référent énergie au sein de chaque association locale de Luçon, également au sein de chaque service municipal. Donc ce dernier donc, est chargé d'appliquer les mesures de sobriété et puis d'appliquer et sensibiliser ses collègues et adhérents sur ce sujet. Par exemple, on le voit bien c'est vrai qu'on est allé à différents matchs de foot. Dès l'instant où le match se termine, bien on coupe l'éclairage. C'est tout à fait voilà. Donc le responsable est chargé de ça. Et on évite, par exemple, lorsqu'on prend une douche, de laisser couler l'eau trop longtemps dans les douches, dans les vestiaires, etc. Donc ce sont des mesures concrètes qui ont été prises dans les bâtiments municipaux. Donc on a diminué le chauffage, bien évidemment. Pardon. Suivant les conseils de l'État, donc on est passé à 19 degrés en journée et à 17 lorsque les espaces ne sont pas occupés. On regrette malheureusement, effectivement, le parallèle est vite fait avec l'école du centre où on a eu malheureusement des défaillances sur le circuit de chauffage, mais on espère qu'en tout cas à la rentrée du début janvier, tous les problèmes seront résolus. En tout cas, on va s'attacher à ce que le 3 janvier, à la reprise des écoles, le chauffage soit en place, notamment dans les écoles. Les écoles, c'est vraiment un problème et on espère ne pas avoir donc, ce qu'on appelle les coupures à mettre en place. Aujourd'hui, ce midi, j'étais avec les vice-présidents de la communauté de communes et la présidente. Les maires aujourd'hui sont assez optimistes. Ils disent on n'aura pas alors ça s'appelle de délestage, oui voilà, le fameux délestage. On ne pense pas en avoir. Malgré tout, ce se pourrait. Donc si malheureusement délestage il y avait, c'est vrai qu'on nous dit qu'on serait prévenu 5 jours avant de façon à pouvoir mettre en place les choses. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui nous plaît. Avec tous les maires de Vendée et la présidente des maires de Vendée, donc on est vent debout pour qu'effectivement il n'y ait pas de délestage, parce que qui dit délestage dit effectivement fermeture des écoles, ça veut dire des repas en moins dans les écoles, enfin les transports en commun. C'est autant de dépenses d'énergie en fait qu'on pourrait ne pas avoir si effectivement ces délestages n'existaient pas. Parce que derrière un délestage, en fait, c'est davantage de dépenses que d'économies. Enfin bref. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On espère en tout cas que ces délestages n'auront pas lieu. Durant les vacances scolaires, dans les bâtiments publics, on est descendu à 12 degrés actuellement et on remettra en chauffage, bien évidemment, juste avant la rentrée des classes. Voilà. Concernant les gymnases et les stades, François le dirait mieux que moi, mais on est donc entre 12 et 16 degrés, donc en fonction des recommandations gouvernementales et des préconisations qui sont faites. Nous sommes allés samedi, il y avait donc la gym au Comé. La présidente nous a dit, c'est vrai que la température est juste, mais les portes étaient toutes ouvertes aussi. Alors forcément, avec les portes ouvertes, le froid rentre. Mais autrement, dans la salle, franchement, les gamines, elles étaient toutes en tenue et elles n'avaient pas froid. Elles étaient même très contentes de faire de la gymnastique. Mais la température était entre 15 et 16 degrés, donc tout allait bien. Voilà.
On a réduit également les éclairages publics en dehors des compétitions dans les environnements des stades et des gymnases. Concernant l'éclairage public, pardon, donc on éteint maintenant de minuit à 6h du matin dans les rues principales du centre-ville, et également on éteint de 22h à 6h dans les autres quartiers de la ville. On essaye de respecter ça en tout cas actuellement. Sur les éclairages des monuments patrimoniaux, les éclairages autour de la cathédrale sont maintenus pour des raisons de sécurité, ça on le maintient quand même. Les illuminations de Noël, comme vous avez pu le constater dans le cadre du marché de Noël, elles étaient moins conséquentes que les autres années. Bon, ben ça c'était une volonté. Et on a privilégié bien sûr les guirlandes à LED. Et puis je pense que pour l'année prochaine, d'ailleurs, on voudrait partir sur d'autres démarches pour effectivement éviter d'avoir trop d'éclairement sur la ville, mais par contre partir sur des produits plus générateurs effectivement d'économie d'énergie. Voilà. On a ne serait-ce que diminué par 2, par exemple, le nombre de sapins de Noël cette année sur la ville. D'habitude, il y a une centaine qu'on répartissait. Là, on a diminué par 2 le nombre de sapins. Alors que les dépenses d'énergie de la ville ont augmenté de 65% comparativement à l'année 2021, ces nouvelles mesures de gestion d'éclairage devraient permettre de réduire notamment environ de 20% la consommation électrique sur la ville. On attend donc les données qui nous permettront de le faire valoir. Je pense que dans le cadre du DOB, donc du débat d'orientation budgétaire que nous aurons dans quelques semaines, ça nous permettra de revenir sur ces orientations. Sachez tout naturellement que déjà dans le cas des investissements, mais là on en reparlera bien sûr dans le DOB, depuis 2022, donc c'est Denis qui s'en occupe, on remet donc 50 000 € tous les ans d'investissement pour le renouvellement de candélabres avec des ampoules à LED. Il y aura 500 000 € qui vont être mis sur la table cette année dans le projet d'investissement pour la rénovation et l'isolation thermique de la mairie qui se fera en cours d'été. Donc les études sont en cours. On a eu déjà un premier jet qui a été fait. Il est temps parce que cette mairie, c'est une vraie passoire. Il est fait très froid l'hiver, il est fait trop chaud l'été. Donc c'est un effort qu'on consentit, mais qui est nécessaire. Et puis on espère surtout bénéficier de financements et de subventions dans le cadre le plan vert, c'est ça ? Le fonds vert. Des travaux également d'étanchéité sur le gymnase de Beausire sont en cours et devraient nous permettre de réaliser, comme dans tous les bâtiments municipaux, ce que l'on cherche, c'est une économie donc, de 40% d'économie d'énergie. Voilà. Dans le cas de Petite Ville de demain maintenant, effectivement, la transition écologique aussi est à l'ordre du jour. Le recyclage, la reconquête des friches, alors on parlait tout de suite d'harmonie mutuelle dans les appartements qui sont à l'étage. Ça inclut une recherche de densification. Plus on densifie, moins effectivement on est sur quelque chose d'éparse, donc on limite les consommations de surface et quelque part on limite aussi les dépenses d'énergie calorifique. Il y aura donc des friches qui vont être reconquises, telles que la piscine. Cette année, donc, on devrait voir effectivement, on l'espère aussi à l'été, la déconstruction de la piscine. La friche du Croissant, on est dessus actuellement, plus l'ancien laboratoire d'analyse médicale, et puis l'îlot de la Cloche d'Or. La reconquête d'habitat également est importante. Derrière la reconquête d'habitat, il y a bien sûr l'accompagnement technique et financier des particuliers, mais il y a surtout, derrière tout ça, le fait de rénover les appartements, l'adaptation de leur logement, rebâtir et améliorer le bâti, c'est nécessaire pour effectivement voir moins de consommation d'énergie dans les habitations. Aujourd'hui, on réfléchit vraiment à mettre en place ce qu'on appelle peut-être le permis de louer dans certaines rues, dans certains quartiers de Luçon, qui obligerait effectivement les propriétaires à requalifier, voire réhabiliter leur logement avant de pouvoir les louer à nouveau. Donc tout ça, ça contribue effectivement à réduire les dépenses d'énergie. Donc tout ça dans le cadre de Petite Ville de demain. À noter qu'aussi on a 2 secteurs sur Luçon qui vont être animés donc, dans le cadre de Petite Ville de demain pour un habitat beaucoup plus digne et donc avec des économies d'énergie. C'est la rue de Gaulle et bien sûr la rue Clémenceau. Le réménagement des espaces publics aussi, pour valoriser, sécuriser et favoriser la place du piéton et du vélo dans la ville, recours à la voiture, diversifier les modes de déplacement, tout ça donc va contribuer effectivement à des économies d'énergie.
La mise en place des bornes de recharge électrique, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque part, c'est aussi permettre aux gens de pouvoir avoir des véhicules électriques aujourd'hui tels que nécessaire et de recharger rapidement et non pas sur des recharges lentes comme on a pu le voir tout à l'heure et comme on le disait, qui malheureusement parfois incite les gens à ne pas pouvoir ou ne pas vouloir acheter des véhicules électriques. Alors après, sur l'électrique, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Autour de la mobilité, bien sûr, on va travailler beaucoup avec la communauté de communes, mais également dans le cadre de la mobilité sur l'intensification autour des usages autour de la gare SNCF. On en parle donc dans le cadre de la mobilité, du plan de circulation. On l'a vu déjà avec le cabinet. On va aussi s'efforcer de créer des îlots de fraîcheur, végétaliser davantage effectivement le centre-ville, notamment sur l'ancienne piscine, avec le futur projet d'aménagement qui sera quand même assez arboré. La future cour, ce qu'on appelle la cour Oasis, donc dans le collège, ce qu'on appelle la future école Bossir aujourd'hui, permettra effectivement de créer ces îlots de fraîcheur. Une politique aussi d'isolation thermique, je le disais tout à l'heure, avec la mairie, sur d'autres bâtiments donc, sur lesquels on s'attachera. Je pense à l'espace Vrignot, par exemple. L'espace Vrignot va gagner 40% aussi en économie d'énergie. Donc tout ça, c'est important. Ça nous permet bien évidemment d'avoir des financements, mais surtout donc d'économiser. Voilà. Il y aura aussi la réalisation du plan guide à travers le Petite Ville de demain, à travers les 35 actions qui, dans celle-ci, certaines donc, contribueront avec une feuille de route, avec des chiffres qui seront donnés prochainement, donc de phaser dans le temps et de permettre donc la nécessité d'articuler entre les projets d'aménagement, les projets d'habitat, d'équipement et le patrimoine, à contribuer bien sûr à des économies. Et tout ça s'inscrivant, on l'espère en tout cas, dans le fonds vert. Voilà ce que je pouvais apporter comme complément d'information sur ce que l'on fait aujourd'hui sur Luçon. Oui, on fait des choses. On estime qu'aujourd'hui, la sobriété énergétique est nécessaire, elle est indispensable d'ailleurs, que ce soit pour notre ville. Au sein de la communauté de communes, dans le cadre du PCAET, on est dans cette même démarche, dans le cadre de l'habitat aussi, avec le plan habitat. Donc toutes les compétences aujourd'hui, qu'elles soient intercommunales ou même communales, contribuent et doivent contribuer effectivement à ce qu'on soit beaucoup plus précautionneux donc, dans le cadre des dépenses énergétiques. Voilà pour répondre à votre question ce que je pouvais dire ce soir. Alors, je vais juste rebondir rapidement. Votre budget de campagne était à 16 millions d'euros, le nôtre était à 17 millions. Je rassure Arnaud, on aurait réussi à financer la nouvelle école, il n'y a pas de souci, c'est des choix politiques. Ce qui nous inquiète grandement, c'est tout ce qui reste à faire, c'est quand même assez dingue. Donc vous êtes passé de 16 millions d'euros prévus et on est quasiment maintenant à 22 millions d'euros. Vous avez annoncé en réunion publique qu'il n'y aurait pas de désendettement de la ville. Question filoute encore. Est-ce que vous allez recourir à l'emprunt pour pouvoir faire, pas tous ces projets-là, mais quasiment tous? Et ma deuxième remarque serait aussi sur votre constat de manque d'entretien de la ville, en tout cas du patrimoine de la ville, puisque vous venez de dire que Harmonie Mutuelle n'a pas été entretenu, donc on se retrouve avec quelqu'un, en tout cas un bâtiment qui commence à être presque en péril. Bon, voilà, donc le souci, c'est, je pense qu'il faut aussi tenir compte du budget entretien, réseau routier, patrimoine immobilier, et ça fait un petit peu peur de voir tout ce qui est prévu et pourtant tout ce qui reste à sauver et tout ce qui reste à faire. Bien. Très bien. Alors, tout simplement, je ne répondrai pas à votre question, parce que ce n'est pas une question, elle ne fait pas partie des questions écrites. On était sur la sobriété énergétique, et là, vous parlez après d'emprunts, de dépenses, etc. Donc, je ne répondrai pas ce soir à cette question. Je pense que ça fera peut-être plutôt l'objet de débats dans le cadre du DOB ou peut-être dans d'autres questions écrites que vous pourriez répondre. Sachez que, quoi qu'il en soit, nous avons des projets ambitieux, certes, que l'on mène, que l'on va mener. On ne désendettera pas, ça c'est sûr. On empruntera peut-être. Quoi qu'il en soit, moi ce que je veux, c'est une ville qui prospère, qui soit dynamique. Aujourd'hui, on a un potentiel énorme. Je suis allé au Vendéopole cet après-midi. Quand je vois ce qui est en train de s'inscrire dans le Vendéopole, c'est impressionnant. Aujourd'hui, on a même plus 40 hectares de
de cession à faire. Donc ça veut dire que les emplois arrivent, il faut qu'on crée, il faut qu'on réhabilite, il faut qu'on crée de l'habitat, mais toujours dans la sobriété énergétique. Donc on reste dans la sobriété énergétique. Je ne répondrai pas à toutes vos questions ce soir, mais sachez qu'effectivement, oui, on travaille pour faire en sorte de faire des économies d'énergie, et des économies, à travers les économies d'énergie, ce sont des économies financières qui nous permettent effectivement de réaliser d'autres choses. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. Merci. Oui, Arnaud ? Je vais 2 secondes par rapport à ce que vient de dire Dominique. Vous dites qu'on ne désendette pas effectivement sur la globalité de la somme, mais les emprunts qui sont faits ces derniers temps ont un taux beaucoup moins important que ce qu'il y avait avant. Donc la globalité de ce qui est remboursé est moindre. Mais ça, vous le savez. On ne refait pas le débat. Ouais, on ne refait pas le débat. Très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment pour votre attention, pour les échanges qui ont été très fructueux. Le prochain conseil municipal, normalement, devrait être le 7 mars. Mathilde, le 7 mars, théoriquement. En attendant, donc, on vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes de fin d'année. On vous rappelle que les vœux du maire, donc les vœux seront le 25 janvier au Théâtre Milandi à 19h. Donc vous êtes tous conviés, les élus, mais aussi bien sûr tous les habitants qui le souhaitent. Et puis il y aura un petit cocktail à l'issue. Et pour ce soir, donc, pour clore notre dernier conseil municipal, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci au service, merci à vous tous. Bonne fête de fin d'année, à très bientôt. Merci à la presse également d'être présente avec nous ce soir. Bon courage.